Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. What was unique about the Roadster was it was the first really great electric car. En réalité, il n'y a pas de génie comme ça, où un beau matin, le mec il invente tout. En fait, les inventions sont le fruit d'un travail collectif, mais on nous raconte que non, pas du tout, c'est le génie, c'est l'apôtre, c'est Dieu, c'est Steve qui ont inventé. Une des grandes caractéristiques des récits entrepreneuriaux, de la façon dont on nous raconte l'histoire des grandes entreprises, celles qui commencent dans un garage, qui connaissent une phase d'hyper-croissance comme ça, on a un récit beaucoup plus capitaliste. On va avoir tendance à héroïser quelques individus. C'est un récit qui est beaucoup plus individualisant parce que ça permet d'extraire des individus qui seraient supérieurs et qui mériteraient donc d'être supérieurement récompensés. Vous dites que c'est une anti-sociologie qui recouvre le parcours de l'entrepreneur d'un voile mystique, le génie. L'action de l'entrepreneur est insondable. Elle ne peut pas être véritablement comprise, seulement admirée. On a un individu qui est brillant, qui crée une entreprise brillante en réussite parce que c'est quelqu'un de talentueux. Et on s'arrête là. Ça a un impact sur nos conceptions du monde et donc c'est un impact sur la politique. Ça légitime des puissances, ça légitime des accapareurs, ça légitime une certaine répartition ou non-répartition de la richesse. Pour les entrepreneurs, ça peut être important d'avoir de bons rapports avec la presse pour intervenir sur le débat public, ménager son image et donc ses intérêts, et notamment aussi in fine ses intérêts de classe. Tout le jeu, ça va être d'être au mieux avec cette presse et d'être du bon côté de la dichotomie, c'est-à-dire de ne pas être décrit comme un vampire capitaliste, mais d'être décrit comme un grand entrepreneur, bâtisseur, constructeur qui va aider l'Amérique à conquérir sa puissance. Amis du café, amis de la police, amis du macOS, amis de la libre entreprise, du monde libre, bienvenue. Tout ça va être défait, déconstruit dans quelques instants par Anthony Galuzzo, qui est maître de conférence à l'université de Saint-Étienne, mais qui surtout est l'auteur d'un bouquin super qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur, que j'ai terminé, c'est sombre, que j'ai terminé comme toujours dans la nuit. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous avez l'air un peu stressé. Non, pas du tout. Je le suis peut-être pas assez en fait. Ah ouais, faites gaffe. Bon, Musk et Bezos aujourd'hui, Jobs et Gates hier. Andrew Carnegie, alors lui on va en parler parce qu'il est passionnant, je le connaissais pas. Un siècle plus avant. Autant de noms à éplucher, de miracles entre guillemets à questionner. Tant ces gens-là encombrent nos imaginaires et nous empêchent de saisir la dimension fondamentalement systémique, méritocratique et injuste de l'économie de marché, avec pour symbole total la Silicon Valley. L'idée originelle de Galuzzo, c'est vous, Galuzzo Anthony, déconstruire le mythe Apple, 1000 fois narré, 1000 fois répété, le garage, le self-made man, la souris, pour en arriver à cerner ce qu'il tait, ce mythe, et ce qu'il dissimule. Là, vous êtes en train de regarder le chat. Ça a du bon quand même, la Silicon Valley. Bon, alors, derrière les figures entrepreneuriales, la théâtralisation de leur succès, c'est un monde fabriqué qui se dessine pour masquer ses propres horreurs. La fusillade d'Olmsted, dont on va parler, que j'ai découvert dans votre livre hier, il y a un siècle, dans une usine, justement, d'Andrew Carnegie, qui était le Jobs d'alors. Ou les suicides à répétition chez les fabricants chinois d'Apple, aujourd'hui même. Anthony Galuzzo, c'est vous, vous êtes maître de conférence à l'université de Saint-Étienne. Quelle ville? Vous êtes affilié au laboratoire de recherche Coactis et vos travaux portent principalement sur les imaginaires marchands et les cultures de consommation. Est-ce que cette présentation vous agrée? Tout à fait. Bon, il faut dire que je vous ai pompé quelques phrases. Donc forcément, c'est facile. Alors, Anthony, ce livre-là, Le mythe de l'entrepreneur, l'imaginaire de la Silicon Valley, 230 pages, qui sort ces jours-ci dans cette très belle collection Zone à la découverte. J'ai une première question. Comment vous avez fait pour vous fader autant de conneries écrites sur Steve Jobs? Parce que vous nous servez quand même copieusement des hagiographes les plus dingues de Jobs. Alors, on peut déjà parler de ça, de la littérature, parce que ça fait partie de votre bouquin. Toute la narration qui est mise en place pour vanter les entrepreneurs.
Alors, c'est comme quand on mange quelque chose de peu ragoûtant, il faut en prendre un peu chaque jour. J'avais entendu parler de cet homme qui avait mangé un hélicoptère. Il l'a fait centimètre par centimètre. Donc là, c'est pareil. C'est pareil, effectivement, j'ai lu des dizaines et des dizaines de biographies Steve Jobs, toutes plus semblables les unes aux autres puisqu'elles se plagient mutuellement. Et bon, bah à force, on les lit de plus en plus vite parce qu'on anticipe les pages avant même de les avoir tournées. Mais effectivement, chaque jour, quelques heures. Et alors, pour expliquer à votre auditorat, je sais pas comment on dit, Les tweet sur shows. Twitch, parce que j'y suis. Les tweet shows. Alors du coup, pour leur expliquer, effectivement, je décris ce que c'est que le mythe de l'entrepreneur. Le mythe de l'entrepreneur, ça émerge fin 19e siècle et ça continue jusqu'à nos jours avec Elon Musk. Mais j'ai fait, pour définir le mythe de l'entrepreneur, comme c'est pas un terme qui est établi dans la littérature scientifique, on va convoquer de définitions bien courantes, bien établies, il a fallu que j'ouvre le bouquin sur une étude de cas. Et donc j'ai choisi Steve Jobs pour cette étude de cas inaugurale en fait, et donc je raconte le mythe de l'entrepreneur à travers la vie de Steve Jobs. Donc il a fallu que je constitue un corpus et que je lise tous les ouvrages qui ont été publiés, en tout cas que j'ai pu trouver sur lui, tous les ouvrages biographiques, les documentaires, les biopics, etc., les articles de presse. Vous prenez en effet Steve Jobs comme le prototype du mythe de l'entrepreneur. Vous allez le déconstruire. Votre bouquin est fait de 4 chapitres. Il y a 2 chapitres entièrement consacrés à Steve Jobs. On pourrait dire un premier chapitre qui raconte le mythe, un deuxième qui déconstruit. Alors je propose qu'on attaque directement par le... Vous êtes captivé par le chat, vous, hein? Oh, je lance quelques petits regards comme ça de Non, c'est bien, c'est bien. pour voir Non, ce qui se passe. c'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça qu'on fait au poste. Hein. C'est pour le chat. Hein. Ouais. Voilà, c'est l'interactivité. Alors, donc, premier, il faut quand même qu'on rappelle le mythe fondateur, c'est le garage. Hein, le garage en Californie, dont vous dites qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Steve Wozniak et Steve Jobs n'ont pas tout à fait créé Apple dans leur garage. Oui, alors effectivement, dans tous les grands mythes entrepreneuriaux, dans tous les récits entrepreneuriaux, il faut une scène fondatrice. C'est-à-dire le moment où on a créé l'entreprise, le moment où la magie a opéré. Et alors ça, c'est toujours forcément une construction très arbitraire, puisque la création d'une entreprise, c'est pas un moment, c'est plusieurs moments, ça s'écoule, c'est tout un ensemble d'événements qui s'écoulent pendant des semaines, des mois, voire des années. Ça implique tout un ensemble de personnages et pas seulement une figure, généralement. Donc bon, pour réaliser ce récit, il faut faire des coupes et il faut poser un plan, en fait, un cadre. Et le cadre qui est très souvent répandu, et utilisé dans l'imaginaire entrepreneurial américain et notamment dans la Silicon Valley, c'est le garage. Alors bon, c'est chez Apple, mais c'est aussi chez Amazon, Disney, plein de grands récits entrepreneuriaux. Alors Apple, ce qui en soi est déjà très américain. Le garage, c'est la voiture. Oui. Voilà. Et alors effectivement, il y a le garage, parfois c'est simplement un bout de la maison sans que ça soit le garage. En tout cas, ça symbolise le fait que on part de rien en fait, on part de l'espace domestique, on part de rien, on n'a aucune ressource et on va construire à partir de rien de manière incrémentale. Et en fait, c'est toujours arbitraire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tout un ensemble de récits alternatifs qu'on pourrait générer. Alors quand on regarde les biopics et les biographies de Steve Jobs, les documentaires, tout ce qu'on veut, la plupart du temps, l'accent est mis sur le garage. Au grand désarroi de Steve Wozniak qui explique que c'était assez Anthony, secondaire. Il faut expliquer, en fait, il y a 2 Steve. Il y a Wozniak qui est l'ingénieur en réalité, qui est l'ingénieur, et Jobs qui est beaucoup plus le marketeur en fait, hein, qui est beaucoup plus... C'est ça. Voilà. Et en fait, le créateur des 2 premiers prototypes d'ordinateurs Apple 1 et Apple 2, et surtout l'Apple 2, puisque c'est l'Apple 2 qui va être la vache à lait, c'est-à-dire l'ordinateur qui va faire vraiment le succès commercial et financier de l'entreprise lors de ses 10 premières années d'existence, c'est Steve Wozniak, l'ingénieur Steve Wozniak. Et alors, c'est les 2 Steve, effectivement, selon la légende, les 2 Steve créent Apple dans le garage des parents de Steve Jobs. Donc, voilà, donc il faut bien comprendre que ces récits entrepreneuriaux diffusent
assez peu de mensonges au sens fort du terme. On est toujours sur des biais de cadrage, c'est-à-dire que oui, effectivement, on peut raconter cette histoire, on peut en raconter d'autres qui sont peut-être plus pertinentes et en tout cas qu'on nous relaye assez peu. En fait, il y a des tas de récits alternatifs à partir de ce qui s'est passé, des récits qu'on peut tisser. Il y en a un autre, par exemple, c'est qu'on peut raconter la naissance d'Apple chez Hewlett-Packard. Voilà, ça c'est Parce qu'en fait, Steve Jobs, ça c'est page 15. c'est au tout début. Voilà, effectivement. Ouais. Ici, c'est là. Et parce qu'effectivement, Steve Wozniak a créé les 2 premiers prototypes de ce qui va devenir l'ordinateur Apple à partir des ressources qu'il avait à disposition chez Hewlett-Packard, entreprise chez laquelle il était ingénieur, et grâce à laquelle aussi il pouvait se tenir au courant des composants, avoir accès à tout un ensemble de composants électroniques, etc. Pour terminer sur un deuxième récit alternatif, on peut considérer que la naissance d'Apple, c'est dans un club d'informaticiens anarchistes. Voilà. Le Homebrew Computer Club. Et ça, Anthony, il faut en dire un peu plus, parce que ça va plaire au poste. C'est sur des anars. Ah, on est d'accord. 5 mars 75, en Californie, 2 amis, Gordon French et Fred Moore, organisent dans leur garage, là, pour le coup, la première réunion du Homebrew Computer Club. 32 passionnés d'informatique assistent à cette première. French et Moore sont d'anciens membres de la People's Computer Company, un groupe militant de la baie de San Francisco travaillant à la démocratisation des ordinateurs. Le Homebrew s'affirme comme une communauté anarchiste qui se développe selon les principes de l'éthique hacker. Et les 2 Steve sont là. Mais ça, c'est moins raconté que le garage. Et ce qui m'intéresse, Anthony, dans votre travail, c'est que vous expliquez pourquoi c'est moins raconté. Parce qu'en fait, ça ne sert pas le récit que vous allez déconstruire tout au long de vos pages de l'entrepreneur, que ce soit au 19e siècle, au 20e siècle, ou à la fin, vous parlez de Musk, et il y a des permanences. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pourquoi des choses sont tues et d'autres sont mises en avant? Oui, alors effectivement, elles sont tues, elles sont assez largement absentes, mais elles ne sont pas introuvables, puisque toutes ces informations, tout un ensemble d'informations qui viennent compléter le portrait qu'on nous rabâche le plus souvent sont relativement faciles à trouver la plupart du temps. Il faut aller les dénicher dans quelques notes de bas de page ou dans une littérature alternative, aller lire des ouvrages souvent anglo-saxons d'histoire de l'informatique, d'histoire de la Silicon Valley, de socio-économie, de l'innovation, etc., etc. On arrive à reconstituer plein de choses. Et alors pourquoi, effectivement, une des grandes caractéristiques des récits entrepreneuriaux, de la façon dont on nous raconte l'histoire des grandes entreprises, celles qui commencent dans un garage, qui connaissent une phase d'hyper-croissance comme ça, et qui ensuite arrivent sur le toit du monde parmi les entreprises les plus valorisées au monde, comme Apple aujourd'hui. Alors, en fait, on a toujours une façon de raconter les choses qui consiste à expliquer qu'on part du dénuement, qu'on part d'individualité, alors qu'un récit alternatif beaucoup plus, vraisemblable et en raccord avec ce qu'on sait scientifiquement du processus de création entrepreneuriale, serait de dire qu'en fait, c'est l'excroissance d'un écosystème qui se nourrit de lui-même, c'est-à-dire qu'on a un écosystème, la Silicon Valley, qui se construit depuis le tout début du XXe siècle, notamment grâce aux investissements massifs réalisés par l'État. Et dans cet écosystème, on a tout un ensemble d'entreprises qui naissent les unes des autres, en fait. Et en fait, quand on cherche l'origine d'une invention, d'un produit, d'une nouvelle industrie, d'un nouvel objet comme le micro-ordinateur, on peut jamais remonter à une personne, ni même à quelques personnes. On remonte toujours à des centaines, à des milliers de personnes qui s'étalent dans le temps, comme ça, sur une chaîne de l'innovation. Et alors ça, c'est plus compliqué à raconter, mais surtout à un niveau politique, ça explique bien que la création de valeur, c'est une source vraiment collective, indissociablement collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les apports des uns et des autres, tellement le processus est intriqué. Alors dans un récit beaucoup plus capitaliste, on va dire, beaucoup plus pro-libéral, on va avoir tendance à héroïser quelques individus comme supérieurs et comme ayant à partir de cette supériorité de vision, de création, étaient ceux qui nous ont amené les bienfaits des nouvelles technologies, etc., etc. Donc on a un récit qui est beaucoup plus individualisant, héroïsant, parce que ça permet en fait, dans l'ensemble de la force de travail de l'écosystème qui est nécessaire de mobiliser pour créer de manière industriellement, ça permet d'extraire des individus qui seraient supérieurs et qui mériteraient donc d'être supérieurement récompensés. Alors, il y a d'ores et déjà une question de Tris dans le chat, à laquelle, en fait, votre livre accorde beaucoup d'importance. Cette réécriture de l'histoire, demande Tris, c'est faite à l'initiative de qui?
des principaux intéressés eux-mêmes. Alors, on va y venir parce qu'évidemment, notamment Jobs va choisir ses biographes. Enfin, c'est assez, Oui. c'est assez sidérant, mais en effet, ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, c'est que tout ça n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire il y a vraiment une construction narrative dès le 19e siècle. Oh, il n'y a pas de problème avec le chat. Ouais, désolé, Il désolé. ne faut pas l'étrangler. Le chat. Euh, donc, juste pour répondre rapidement, et on y reviendra après, je ne me trompe pas en disant que ce sont effectivement les entrepreneurs eux-mêmes qui ont voulu écrire leur légende, ou fait écrire leur légende. Oui, alors il y a deux co-auteurs, on va dire deux catégories de co-auteurs de la légende entrepreneuriale. Ce sont d'un côté les journalistes et de l'autre les entrepreneurs storytellers eux-mêmes. Alors tous les entrepreneurs sont pas des storytellers, hein, tous ne se vivent pas comme ça sur un mode qui repose sur la narration de soi, la mise en scène de soi, parce que ça demande du temps, du travail, de l'investissement. Il faut aussi avoir certaines compétences, il faut être capable d'exercer une fascination charismatique et de se raconter, d'être un bon raconteur d'histoire. Donc tous ne le sont pas, bien évidemment. On connaît des grands entrepreneurs comme Page et Brin chez Google qui sont assez peu connus finalement et qui se sont assez peu mis en scène en tant que personnages héroïques, etc. Donc on a deux acteurs. Alors le premier type d'acteur, l'entrepreneur qui va raconter sa propre histoire, qui va être son propre storyteller et qui va en fait mettre en scène tout un ensemble d'éléments autour de son propre parcours et de sa propre réussite entrepreneuriale. Forcément, il a besoin, pour propager ses histoires, alors plus encore au XXe siècle, moins aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais tout de même, il a besoin de journalistes pour générer du buzz médiatique très régulièrement, faire parler de lui, et ça lui bénéficie en fait à deux niveaux. À un niveau, niveau de son entreprise, plus on parle de lui, plus on parle de ses nouveaux objets, ses nouvelles entreprises, plus ces entreprises sont valorisées, plus elles trouvent de succès sur le marché actionnarial, plus elles ont de succès financier, éventuellement commercial. Et ensuite, à un deuxième niveau, à lui, en tant qu'individu entrepreneur, c'est-à-dire capable de passer d'une entreprise à une autre, par exemple, ça le valorise sur le marché des CEO, sur le marché des PDG. C'est-à-dire que plus un entrepreneur est connu, et ça c'est particulièrement valable à partir des années 80, plus on va lui offrir des contrats juteux pour reprendre telle ou telle entreprise parce que son exposition médiatique va générer de la valorisation médiatique, de la valorisation promotionnelle et donc, in fine, de la valorisation financière pour l'entreprise. Voilà, ça c'est les deux acteurs. Et on voit dans votre ouvrage que quand il y a des problèmes, on y viendra tout à l'heure, eh bien justement là, l'individu peut éventuellement s'effacer pour laisser en avant l'entreprise. Là, je pense à Steve Jobs par rapport à la vague de suicides dans les usines Foxconn en Chine, un an avant en fait la mort de Steve Jobs. Enfin, il n'y a pas de rapport, mais simplement pour situer qu'il était là à ce moment-là. Et là, il va à peine répondre et il va laisser ensuite l'entreprise répondre à sa place. Alors, vous écrivez, page 42, que on constate qu'il est vain de chercher à établir un point de rupture objectif, un saut qualitatif définitif dans une chaîne d'innovation. C'est-à-dire que ce que vous expliquez les pages d'avant, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de génie comme ça, où un beau matin, le mec, il invente tout. En fait, les inventions sont le fruit d'un travail collectif, mais on nous raconte que non, pas du tout, c'est le génie, c'est l'apôtre, c'est Dieu, c'est Steve ou d'autres qui ont inventé. Et vous dites, c'est toutefois ce à quoi s'emploient les multiples narrateurs et commentateurs qui animent le mythe de l'entrepreneur. Ça, c'est aussi un point capital, c'est-à-dire qu'on enlève, sans jeu de mots, le capitalisme, mais en avant l'individu, pour mettre derrière le collectif, c'est ce que vous avez dit. Mais là, c'est puissance 10 000, en fait. C'est l'archétype, quoi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, là on rejoint le stéréotype, enfin, l'une des composantes du mythe qui est importante, qui est l'idée du visionnaire. Dans un des biopics, je ne me rappelle plus lequel, de Steve Jobs, on le voit un moment en train de s'énerver sur un lecteur CD, c'est pas pratique, ça saute, c'est tout gros, tout moche, etc. C'est vrai. Et on a l'impression, quand on regarde cette scène, et c'est vrai que c'était très pénible, mais on a l'impression que quand on regarde cette scène, que c'est le premier qui s'est imaginé que mais si on digitalisait tout ça, et voilà, ça supprimerait tous ces problèmes de lecteurs, de disques, etc. C'est ce que ce type d'image peut véhiculer comme impression, puis c'est aussi ce que colporte en fait toute une littérature qui explique que voilà, il a vu l'ordinateur personnel, il a vu ce que serait que l'informatique de demain, il a vu ce que ce serait que le baladeur de musique de demain. En fait,
à chaque fois qu'on fait l'histoire de ces innovations-là, de ces produits, on se rend compte que, en fait, la vision, tout le monde l'avait. C'est-à-dire, quand vous êtes un ingénieur dans la Silicon Valley, vous savez que régulièrement, les composantes s'améliorent en performance, se miniaturisent, les coûts baissent très régulièrement. Et donc, dès les années 50-60, on a tout un ensemble de gens qui savent que dans quelques décennies, on va avoir des micro-ordinateurs de la taille d'une petite calculatrice qui tiendront dans une poche. On a des écrits qui nous prouvent dès les années 40, 50, 60. Pareil pour les lecteurs MP3, avant l'iPod, dans les années 70, on a Alors ça, le j'ai schéma appris qui est ça. proposé. C'est vraiment 15 ans avant. C'est pas. Moi, je croyais que c'est 3 ans avant, mais non, 15 ans avant. D'ailleurs, il y a le dessin du. Je sais plus où c'est. Il y a le dessin. Ah, c'est même 30 Ouais, ans, c'est 30 ans. Ouais, non, mais c'est parce que 25 ans avant. c'est parce que je voulais pas trop C'est vieillir. effectivement, c'est Kramer, c'est un ingénieur britannique Je sais plus où qui a c'est. créé, enfin, qui a dessiné l'IXI. IXI qui, alors c'est dans la première partie, je pense, hein. L'IXI qui est en fait le lecteur MP3 qu'il a imaginé, qui ressemble beaucoup à ce que va devenir l'iPod, Ah, hein, c'est incroyable. et Ouais. qui en fait ne pouvait pas aboutir aux années 70 parce qu'on n'avait pas encore la technologie qui permettait de réaliser, de construire, en fait de la mémoire suffisamment importante pour comment dire, contenir plus de quelques minutes de musique. Et les composantes coûtaient encore beaucoup trop cher en fait. Donc voilà, on voit déjà que les principes étaient posés dès cette époque-là. Voilà, c'est ici. C'est absolument incroyable. Et c'est donc 30 ans Avec l'écran. Ouais. avec Avec- 30 ans avant l'iPod. Et alors, c'est ce que vous appelez, page 48, toute la littérature portant l'entrepreneur en son mythe s'attelle à célébrer l'inspirateur et à invisibiliser l'accapareur. Hein, puisque, en fait, c'est ça. Steve Jobs, ça va être surtout quelqu'un dont le talent est d'aller prendre les idées des autres et de les assembler finalement. Oui, alors ceux qu'on célèbre comme des entrepreneurs, parce qu'il faut bien comprendre, un entrepreneur, ça peut être votre boulanger qui a son entreprise. Voilà, entrepreneur, c'est un terme assez large, assez flou, assez polysémique. Donc là, l'entrepreneur dont je parle, c'est bien, hein, qu'on s'entende, la célébrité entrepreneuriale mondiale, c'est-à-dire les Elon Musk, les Steve Jobs, les Bill Gates, etc. Donc, un entrepreneur de ce type, une célébrité entrepreneuriale de ce type, a deux talents, deux compétences principales. Un, le storytelling, on en a parlé. Et deux, la capacité à exploiter la ressource humaine, notamment les ressources de son écosystème. L'écosystème de Steve Jobs, c'était la Silicon Valley. Et en fait, une de ses grandes capacités, c'était d'amener à lui et de retenir à lui, enfin, d'où aussi l'intérêt du storytelling, c'est une des retombées positives pour lui, d'amener à lui les meilleurs ingénieurs, les meilleurs managers pour réaliser le travail, en fait, et pour exploiter les fenêtres technologiques. C'est-à-dire, à partir du moment où on voit que bon, dans les 2-3 années qui vont arriver, ça va être possible de commercialiser massivement, par exemple, des baladeurs MP3. Il faut être le premier sur le marché, il faut conquérir le marché et s'imposer comme le principal fabricant. À partir de là, il faut être capable de monter des équipes et d'attirer à soi les meilleurs managers et ingénieurs. Et ça, c'est une compétence importante. Et pour ça, il faut être au cœur de l'écosystème, là où circule cette ressource humaine, donc là dans la Silicon Valley. Et en fait, il faut être capable de l'amener à soi, alors par la fascination charismatique, encore une fois, hein, aller travailler pour Apple, pour Steve Jobs, c'est quelque chose qui peut impressionner aussi les ingénieurs de haut niveau, et intéressé aussi par le salaire, les bonus, etc. Ça, c'est un des enjeux. Et une chose dont on ne parle pas aussi dans le contrôle de la ressource humaine, et que j'explique dans cet ouvrage, c'est aussi essayer de rentrer en lutte, voire en entente avec les concurrences pour éviter de se faire dépouiller. J'explique ce qu'on appelle le cartel des salaires dans l'histoire d'Apple. Incroyable. C'est-à-dire incroyable. que c'est Steve Jobs qui a organisé avec d'autres patrons de la Silicon Valley le fait de geler les salaires et de ne pas se recruter des ingénieurs les uns les autres pour éviter une augmentation de la masse salariale chez chacun et pour éviter qu'en fait il y ait une lutte comme ça pour ce que les entrepreneurs appellent les talents. Et voilà. Donc il y a eu un procès. Les mails de Steve Jobs à ce propos ont été découverts et ont été publiés. Et on voit que voilà, il était assez agressif et proactif à ce niveau-là pour retenir chez lui ceux de ses ingénieurs qui lui permettaient et de ses managers qui lui permettaient de mener à bien la mise sur le marché de ces nouveaux produits.
À propos de l'écosystème de la Silicon Valley que vous racontez merveilleusement dans le bouquin, il y a 2 points importants. Un qui va totalement à l'encontre du mythe et qui n'est jamais révélé, et un autre qui raconte quand même l'ambiance de travail qui est assez éloignée de ce qu'on pourrait imaginer. D'ailleurs, d'une certaine manière, le cartel des contrats, je ne sais pas comment on doit le comprendre. Vous expliquez qu'au début, dans la Silicon Valley, les ingénieurs passent 2 ans, pas plus, dans une entreprise. Il y a beaucoup de circulation, il y a plutôt de l'entraide, et qu'en réalité, c'est une industrie d'assembleurs. C'est-à-dire que chacun profite des avancées de l'autre. Il y a presque un côté communiste. Je veux dire, il y a un truc assez étonnant là-dedans. Alors que on nous raconte que c'est la libre entreprise, que c'est le triomphe du meilleur, le triomphe du plus méritant. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'au début, dans les années 60, 70, la Silicon Valley, c'est plutôt un lieu d'entraide. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Et après, je parlerai de ce qui défait complètement le mythe actuel. Sur Oui, alors l'ambiance. c'est toujours le cas puisqu'en fait c'est absolument impossible pour une entreprise de maîtriser la fabrication et l'innovation continue de chacune des composantes électroniques sur lesquelles en fait elle travaille et qu'elle assemble en fait. Donc effectivement on a des assembleurs comme Apple. À l'intérieur d'un produit Apple, vous avez du Toshiba par exemple, Ouais. vous avez tout un ensemble de composantes qui sont fabriquées par des sous-traitants coréens, alors fabriquées pas simplement par les ouvriers, mais aussi conçues et améliorées de manière incrémentale par les ingénieurs de Toshiba par exemple. Alors je cite Toshiba pourquoi? Parce que c'est Toshiba qui est à l'origine de l'iPod, parce que suite à des découvertes en physique fondamentale, ils ont réussi à appliquer ces découvertes sur en fait les disques durs et à créer des disques durs de grande capacité miniaturisés, et ils se sont adressés à Apple pour leur proposer l'exclusivité de ces nouveaux disques durs, et ça a lancé le projet de l'iPod. Alors, effectivement, ils sont dépendants de cet écosystème. Sony, par exemple, pour le lecteur de disquettes, ça a été essentiel comme fournisseur pour les premiers ordinateurs Apple. Voilà, on a en fait des entreprises qui se spécialisent très rapidement, puisqu'en fait on est sur une industrie modulaire dans la micro-informatique, l'électronique. Certains font de la mémoire, d'autres font des processeurs, etc., etc. Et c'est quelque chose de très complexe qui demande énormément d'investissement en recherche et développement. Donc on se concentre sur vraiment une tâche spécifique. Chaque entreprise se concentre sur cette tâche et elle collabore sans cesse, notamment avec des assembleurs qui sont capables ensuite de designer un produit qui va combiner ces différentes composantes pour donner naissance en fait à voilà, un iPod, un smartphone, etc., etc. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est comme ça que c'est structuré. On a un autre niveau de division du travail, c'est le fait que vous avez le travail d'assemblage qui va être en fait réalisé concrètement par des assembleurs sous-traitants gigantesques comme Foxconn, souvent basés en Asie du Sud-Est depuis les années 2000, surtout en Chine, qui vont eux prendre en charge le processus de fabrication. Donc effectivement, on est sur la division du travail sur une chaîne de valeur mondialisée, mais même à l'échelle de la Silicon Valley, effectivement, on a une division, une spécialisation du travail très aiguë, et donc un écosystème qui prime, c'est-à-dire l'interaction permanente entre tout un ensemble d'entreprises, comme je viens de l'expliquer, et aussi un gros turnover, c'est-à-dire des ingénieurs qui passent d'une entreprise à une autre, ce qui permet en fait aussi la circulation de manière tacite de tout un ensemble d'informations en fait qui vont passer, de savoir-faire qui vont passer d'une entreprise à une autre. Alors, Donc effectivement, on est sur quelque chose de profondément collectiviste. Cela dit, petit souvenir personnel, moi j'ai vécu 7 ans en Amérique du Nord, à Montréal, et le fait de changer d'entreprise tous les 2 ans, c'est une pratique extrêmement courante. Et en fait, le CDI est mal vu. La personne qui reste, je ne parle pas des fonctionnaires, hein, je parle des entreprises privées. La personne qui reste des années dans la même entreprise, c'est plutôt mal vu. C'est-à-dire que l'idée de la bougeotte, c'est quand même un truc nord-américain. Bon, voilà. Et alors, surtout, le deuxième truc, qui est quand même complètement dingue, c'est que vous expliquez que la Silicon Valley, dans le récit, dans le mythe de l'entrepreneur, il y a un grand absent. C'est l'État. C'est l'État. Or, la Silicon Valley, ça ne peut exister que parce qu'il y a eu des investissements massifs, d'abord de l'armée, donc de l'État, etc. Et ça, c'est, alors là, pour le coup, toujours oublié. C'est-à-dire que ce truc qui est vendu comme, encore aujourd'hui, hein, on peut avoir des ministres français nous dire il faudrait la Silicon Valley à la française, oubliant qu'en fait, au départ, ce qui va injecter du pognon, c'est les militaires. Oui, effectivement, on nous raconte souvent, à travers des différentes images, des films, etc., on nous plante souvent le décor de la Silicon Valley à partir des années 70, surtout 80, et jusqu'à nos jours.
on a assez peu de représentation de la Silicon Valley des années 1900-1910 aux années 70. Or, c'est le moment où les structures se mettent en place. L'université de Stanford, le parc de Stanford, qui est un incubateur à entreprises. Et en fait, pourquoi la Silicon Valley à cette époque-là se développe ? Parce qu'en fait, on a la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide, on a en fait une industrie militaire américaine qui est en pleine croissance. Et elle a besoin de recherche en informatique. Pourquoi ? Parce que l'informatique, ça sert d'abord à faire la guerre, ça sert à piloter des missiles, ça sert à équiper des armements, en fait. Et donc, des radars dans les années 10-20 jusqu'aux processeurs dans les années 50-60 qui permettent d'équiper des systèmes de fusées, de missiles, etc. On a besoin d'entreprises, de recherche, de structures universitaires. Et donc, on a un principal financeur qui est l'État, effectivement, l'État américain, qui va injecter massivement de l'argent dans cet écosystème, qui va le constituer, en fait, et qui va agir à la fois comme financeur, c'est-à-dire que, par exemple, Santa Clara, le comté dans lequel, en fait, se situe la Silicon Valley, c'est un des comtés qui a reçu le plus, dans l'histoire du XXe siècle, un des comtés qui a reçu le plus d'investissement de l'État, en termes d'investissement pour la recherche et le développement de ces technologies. Et donc, il est là en tant qu'investisseur, puisqu'il assure la recherche fondamentale, puisque c'est une recherche extrêmement risquée sur laquelle ne s'aventurent pas les entreprises, même les plus puissantes, en tout cas jusque récemment. Et ensuite, en tant que client, c'est-à-dire que on va produire des processeurs, on va produire la mémoire pendant des décennies, et le principal acheteur, ça va être l'armée américaine pour équiper ses armements. Et alors voilà, c'est ce double rôle, et c'est donc des années 20 aux années 70, c'est l'État qui a la commande, qui est à la fois l'instigateur et le client. Et elle passe le relais en fait aux venture capitalistes, aux financiers du monde privé, et ensuite en termes de clients, aux clients, à vous et moi en fait, aux clients grand public, seulement à partir des années 80. Avec justement dans les années 80 une phrase, ce que j'expliquais tout à l'heure, que vous ponctuez votre livre de citations d'ouvrages, d'articles de presse, de documentaires, de biopics. Et en 1984, il y a un dénommé Reagan Ronald. On l'a oublié celui-là, mais bon, c'est quand même la grande époque, Thatcher-Reagan, dans laquelle on est toujours empêtré, qui va justement convoquer le mythe du garage, hein, en disant, donc on est en 84, les États-Unis vont pas très bien, et en disant au peuple américain, faites comme ces deux gars dans leur garage, participez à cette économie innovante, capitaliste, etc., individualiste, etc., oubliant justement l'apport de l'État que vous venez de raconter. Et là, pour moi, cette phrase de Reagan, cette déclaration de Reagan, elle est complètement démente, quoi. Oui, effectivement, les années 80, c'est important pour ce qu'on a appelé le tournant néolibéral. Alors, moi, par tournant néolibéral, je l'entends à un niveau rhétorique, hein, c'est-à-dire le moment où, en fait, et ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Grande-Bretagne, mais ça se passe aussi en France. Hein. J'ai des collègues chercheurs qui vont bientôt sortir un article sur Bernard Tapie, les années fric, les années 80, et qui citent les responsables du Parti socialiste de l'époque. Et on a la même phraséologie partout, c'est-à-dire maintenant il faut féliciter la culture d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, il faut mettre en avant des individus dynamiques qui se lancent sur le marché, qui se prouvent et qui vainquent sur le marché. C'est la fameuse émission d'Antenne 2, Vive la crise, reprise par Libération, qui se la mange encore. On le lui rappelle. Exactement, ouais, avec aussi le grand retournement d'Yves Montand, par exemple. Voilà, on est sur une espèce de grand retournement rhétorique où on va plus être sur l'État-providence, le social, le socialisme, le keynésianisme, mais on va être beaucoup plus sur l'individu qui est à la source de tout. Et donc, il nous faut des individus entreprenants et dynamiques pour porter notre économie nationale et nous amener tous vers la prospérité. Donc, il faut tous qu'on soit entrepreneurs de soi. C'est le moment où, dans les universités, on a de plus en plus de programmes pour former des entrepreneurs, formation d'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Et alors, les célébrités entrepreneuriales, si vous faites un top là, des grandes célébrités entrepreneuriales qui restent dans la mémoire américaine, ça a été fait par des chercheurs avec des moyens statistiques, on voit qu'on a deux générations. On a la génération de la fin du 19e siècle, Carnegie, Rockefeller, Morgan, etc. Ceux qu'on appelle les pères fondateurs de l'économie américaine, dans le grand récit national américain, c'est ceux qui ont créé
l'empire industriel américain et qui ont fait de l'Amérique une nation, la nation la plus puissante au monde. Donc fin 19e, Première Guerre mondiale. Et ensuite, on se rend compte qu'avec l'émergence de politiques un peu plus socialistes, comme chez Roosevelt, on va avoir en fait on va voir que ces grandes figures vont en fait être de moins en moins célébrées dans la presse, moins présentes, et ça, on s'en rend compte encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à part Sam Walton et Ray Kroc, donc Walmart et McDonald's, on a peu d'entrepreneurs connus aux États-Unis qui ont été mémorialisés, panthéonisés comme ça, et qui ont vécu première moitié du XXe siècle, deux premiers tiers du XXe siècle. Et en fait, on a un grand retour de l'héroïsation des entrepreneurs à partir de ce tournant néolibéral dans les années 80. On voit que là, on nous vend des gens, et en plus un nouveau type d'entrepreneur, jeune, cool, pieds nus ou en basket, en jean, les cheveux longs, voilà, à la Bill Gates et à la Steve Jobs. Et en fait, on est encore dans cette phase où en fait, l'héroïsation entrepreneuriale américaine passe par l'esthétique californienne, la Silicon Valley, le rebelle, une dimension davantage romantique. On est moins chez les vieux entrepreneurs, la Carnegie et Rockefeller, qui étaient des hommes en complet gris, enfin des hommes au costume 3 pièces avec chapeau haute forme. Maintenant, on n'est plus sur la figure du vieux bourgeois, on est sur le jeune entrepreneur cool et disrupteur. Et cette phase-là émerge à partir des années 80. Et ce qui va permettre à cette phase-là, c'est aussi Hollywood. Vous écrivez page 66. La personnification et l'interprétation. Attends, mais non, mais je me suis trompé de page. Attends. Ah non, Hollywood, page 67. Bah alors, comment ça se fait? Bon, bref. Ah bah si, non, c'est ça. Oui, non, c'est ça. La personnification et l'interprétation morale des phénomènes de marché permettent aux entreprises qui, comme Apple, les intègrent dans leur stratégie de communication de s'affranchir de l'imaginaire capitaliste et de s'exenter des critiques portées contre l'économie qu'ils alimentent. Vous écrivez, Apple n'est pas Goldman Sachs, Apple n'est pas IBM ou Microsoft, Apple est David plutôt que Goliath, et à ce moment-là, vont arriver tout un tas de films, alors sur Steve Jobs et sur d'autres. Hollywood est appelé à la rescousse. Cela dit, le chat vous reprend. Pimico, que je salue, qui s'occupe du site auposte.fr. Abonnez-vous, bordel de merde. Le film Network n'est pas tendre avec Zuckerberg quand même. Oui, alors l'imaginaire entrepreneurial, en fait, comme tous les imaginaires, n'est jamais totalisant. Il y a toujours des résistances, effectivement. On peut toujours trouver des films, des ouvrages critiques. Moi, mon ouvrage critique, c'est pas le premier du tout. La critique du mythe de l'entrepreneur, et je cite les précédents, ça date au moins des années 1920, voire de la fin du 19e siècle dans la littérature socialiste. Donc oui, effectivement, quand vous critiquez un imaginaire, et notamment un imaginaire politique, un imaginaire quel que soit, ça peut être aussi un imaginaire religieux, au sein même des sociétés où cet imaginaire est important et structurant, et donc sous-tend tout un ensemble d'orientations politiques et de visions du monde, vous trouvez toujours effectivement des produits de fiction, des essais, des essayistes, etc. pour le critiquer. Et il y a cohabitation aussi parfois d'idées assez contradictoires. Par exemple, moi j'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui étaient très critiques spontanément d'Elon Musk, de Steve Jobs et de la mythologie entrepreneuriale. Et qui roulent en Tesla. Vous connaissez des gens qui roulent en Tesla. C'est pas cette contradiction-là que je voulais souligner, c'est des gens qui vont se moquer de l'héroïsation des entrepreneurs. Et par exemple, je vais citer quelqu'un concrètement, c'était Zemmour, qui, à la mort de Steve Jobs, persiflait, expliquait que c'était ridicule et qu'en fait, il fallait célébrer des gens comme Charles de Gaulle et pas comme Steve Jobs. Sauf que ces gens-là, en fait, ils vont célébrer en fait des hommes d'État, des grands hommes, des grands personnages historiques, des héros nationaux, exactement sur le même mode, avec en fait la même structure, la même façon les mêmes items en fait qu'on retrouve chez les entrepreneurs. Et donc on a une incrédulité d'un côté de gens par rapport aux héroïsations entrepreneuriales et une crédulité par rapport aux héroïsations nationales, alors qu'en fait les fallacies, la dimension fallacieuse, les procédés narratifs, tout ça en fait sont très communs. Et inversement, on peut aussi trouver des start-upers qui sont fascinés par Elon Musk et Steve Jobs et complètement incrédules et rigolards quand on leur raconte l'histoire de Jeanne d'Arc ou de Gaulle ou de Napoléon, etc. Donc voilà, les imaginaires, c'est pas quelque chose qui est structuré, qui est mathématique, qui est carré, c'est pas du oui ou du non. Il y a une crédulité qui est partielle
qui est plus ou moins forte selon les milieux et selon en fait les thématiques que l'on aborde. Oui. Petite incise, oui, pardon. Vous venez de citer Napoléon. Vous en parlez dans votre bouquin comme quelqu'un dont le mythe en fait va s'écrire. La réhabilitation s'écrit après sa mort en fait, ce que l'on sait aujourd'hui de Napoléon, ce n'était pas du tout ce que l'on savait dans ces dernières années. Voilà. Et donc je dis ça parce que tout votre livre est traversé par une critique du monde médiatique, du monde littéraire et même d'une certaine manière du romantisme. Vous expliquez que d'une certaine manière, le mythe de l'entrepreneur, c'est en fait le romantisme du 19e siècle qui surgit. Alors ça, il faut nous expliquer, Anthony, parce que 4 chats, un casque blanc, mais ça quand même, c'est important. Le romantisme, expliquez-moi. Oui, alors pourquoi le romantisme? Puisqu'en fait, tout un ensemble. Alors, quand en fait on analyse un imaginaire, quand on analyse en fait une littérature, un texte, alors peu importe l'unité d'analyse qu'on va se choisir, est-ce que c'est le contenu d'une chanson, d'un texte, de plusieurs textes, d'une collection de textes, d'articles de presse, Ouais. on a une méthode qui est généralement une méthode structurale, analytique, où on va décomposer un ensemble de thématiques. On va repérer dans le corpus tout un ensemble de thématiques. On va les identifier. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans le travail. Le mythe de l'entrepreneur, c'est tout un ensemble de thématiques. C'est, voilà, comme on l'a vu, le mythe de garage, c'est-à-dire l'entrepreneur sorti du néant. On a un autre mythème, c'est le créateur isolé démiurge, qui est capable de changer le monde à lui tout seul. On a une autre thématique, c'est par exemple le génie, c'est-à-dire quelqu'un qui était supérieur dès la naissance, en fait, qui était en quelque sorte prédestiné. Autre thématique encore, on a l'idée de la rébellion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va, alors encore une fois dans cette littérature, dans tous ces discours, c'est quelqu'un qui est mu par en fait un grand dessein, une vision de son destin, une volonté d'accomplir en fait un progrès technologique à travers une action créatrice. C'est pas un capitaliste, c'est un entrepreneur. Steve Jobs s'en fout de l'argent, contrairement à Bill Gates, d'après on nous raconte la légende. Il est là pour donner au monde de beaux objets. Et alors, vous voyez tout ce que je viens de vous décrire là comme thématique. Alors, et je suis pas exhaustif, parce que voilà, le bouquin fait 250 pages, ça peut pas être résumé comme ça. 235. Et voilà. Anthony, 235. Ne survolez 235. Pas. 235. Faites pas votre Steve Jobs. Voilà, donc... And one more thing. on va dire 200. On va dire 200 comme ça, je suis modeste. Non, faites pas non plus votre Wozniak. et du coup, en fait, quand on met en rapport ces différentes thématiques, ces différents topoïs, ces différents bithèmes, on se rend compte que le grand héros national, et en fait le héros national tel qu'on connaît dans la modernité, c'est un héros national très empreint de romantisme au sens littéraire. Et on a à peu près les mêmes choses. Donc effectivement, Napoléon de son vivant, où il va beaucoup manager son image, où il va enrégimenter des grands peintres pour et enrégimenter la presse aussi pour chanter ses louanges. Il va préparer son héritage, puis ensuite, après sa mort, on va voir Napoléon qui va être retravaillé par toute une tradition littéraire romantique. Voilà. Clichés romantiques qui vont être relayés à nouveau par des chromolithographies, des images qu'on appelle les images d'Épinal. Si vous avez aujourd'hui tout un ensemble de vieux politiciens français, notamment à droite, qui sont fascinés par Napoléon, c'est peut-être pas étranger au fait que dans leur enfance, en fait, ils ont manipulé des livres d'images et des images, des chromolithographies, des images d'Épinal, qui racontait la geste napoléonienne, le génie napoléonien, voilà. Quand on raconte Napoléon sur ce mode romantique, et ça a été le mode dominant, peut-être encore aujourd'hui chez certaines personnes, de raconter Napoléon, on raconte pas Napoléon par la structure politique qu'il a générée, par le contexte bien particulier de la Révolution française et de ses suites, etc. On le raconte pas comme un produit de l'histoire, mais comme un génie qui surgit dans l'histoire et qui vient bouleverser l'histoire de France, et on le raconte sous le mode du héros des mythologies grecques. On nous explique par exemple dans la littérature apologétique, hagiographique sur Napoléon, qu'il est né sur en fait un tapis garni des grandes figures héroïques de l'Iliade. On a cette image que j'ai reproduite dans le bouquin où on le voit gamin en fait à l'école royale militaire de Brienne en train d'organiser une bataille de boules de neige. On voit déjà à 12-13 ans que c'est le génie militaire qui est déjà là. C'est le self-made man que aussi, vous regardez les magazines américains de masse de la fin du 19e siècle, il y a des portraits de Philip Armour, de Andrew Carnegie,
pour la célébration du Self-Made. Et à côté d'eux, Alors, Andrew il y a aussi des Carnegie, portraits de Napoléon. on va en parler parce que c'est un personnage absolument passionnant sur lequel Mm. dans lequel vous puisez beaucoup. C'est, je disais tout à l'heure, le Jobs de l'époque. Alors lui, c'est dans la sidérurgie, notamment à Pittsburgh. Il va gagner énormément de pognon, tout en étant très loin en Écosse. On va y venir à un moment donné. Bon, avec des conditions de travail épouvantables et notamment des services d'ordre qui sont capables de tirer dans le tas. Et donc, voilà, parce que comme vous en parlez souvent de Carnegie, il faut savoir de quoi on parle, quoi, voilà. Mais effectivement, le mythe de Carnegie et le mythe de Steve Jobs ou celui de Napoléon, il y a en fait des éléments fondateurs qu'on retrouve, quoi, de l'un à l'autre, quoi. Donc, c'est bien une histoire qu'on nous raconte. C'est bien, il était une fois. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on retrouve en fait les grandes structures du récit héroïque. Et à un moment, je cite un mythologue américain qui est très connu aux États-Unis. Il y a un effet un peu de prophétie autoréalisatrice, c'est Joseph Campbell. Alors Joseph Campbell, il a une théorie qui est celle du monomythe. C'est-à-dire, il explique que tous les mythes dans toute l'histoire humaine peuvent être en fait condensés en un seul, qui est un héros qui reçoit l'appel de l'aventure et qui ensuite s'élance vers l'aventure, connaît une gloire précoce, puis une chute, puis une renaissance, etc. Enfin, je vous fais pas je vous retrace pas précisément chacune des étapes, mais et en fait, d'après les scientifiques de la mythologie, les mythologues Voilà, scientifiques, c'est ce canevas-là qu'on c'est retrouve notamment ça. pas mal à Hollywood. Hein. Il y a beaucoup de films qui sont bâtis finalement sur cette chronologie. C'est ça. Donc, Les donc là, origines si on obscures, voit, l'initiation. Non mais non, c'est intéressant, Anthony, je vais vous lire juste pour qu'on ouais, comprenne bien. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Les origines obscures, l'enfant Steve Jobs abandonné et recueilli au cœur de la Silicon Valley. L'initiation, l'adolescent Steve Jobs partant en Inde à la recherche d'un éveil. L'appel de l'aventure, le jeune Steve Jobs décidant de créer Apple avec son ami Wozniak dans son garage. La gloire précoce, Steve Jobs, pionnier de l'informatique personnelle, millionnaire à 21 ans. La trahison, Steve Jobs, évincé de sa propre entreprise par son mentor John Sculley. La chute, bien sûr, Steve Jobs, puni par son impétuosité et son hubris. L'exil, bien entendu. Le lancement et l'échec de sa seconde entreprise, Next, en forme de traversée du désert. Et le retour en gloire, renaissance d'un Steve Jobs revenu à la tête d'Apple assagi, mature, transformé par les épreuves et désormais en pleine maîtrise de ses capacités. Enfin, la mort prématurée, Steve Jobs parachevant malgré lui son destin en mourant, frappé par la maladie, au sommet de sa réussite et de sa gloire. C'est à peu près Superman, c'est à peu près tous les films de super-héros que vous résumez ici selon un canevas de Campbell que vous venez de citer. Alors, il y a... Et Oui, allez-y. oui, je précisais justement, il y a une de bonnes références dans le chat. Joseph Campbell, manipulateur des mythes pour que ça colle avec son concept, tout à fait exact. Ça n'a aucune crédibilité au niveau scientifique, hein, mais c'est certainement le mythologue le plus influent au monde, ou en tout cas aux États-Unis, parce que son ouvrage où il développe sa thèse des monomythes a eu tellement de succès qu'en fait, des grands cinéastes comme par exemple George Lucas pour Star Wars en ont été influencés, c'est enseigné dans des écoles d'écriture, de scénaristes, de cinéma, etc. Et c'est un canevas qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle dans bien des productions contemporaines qui racontent l'histoire d'un héros. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, un point extrêmement important, et notamment c'est chez Jobs, mais en fait, on est bien d'accord pour ceux qui arrivent en cours de route. En fait, quand on parle de Jobs, on parle là de l'archétype, mais d'un modèle qui est celui de la Silicon Valley et celui finalement de la médiatisation de masse en Occident et ailleurs, de l'entrepreneur génial et plein de réussite. Justement, la rhétorique du génie, vous vous arrêtez là-dessus très souvent. Vous dites que c'est une anti-sociologie qui recouvre le parcours de l'entrepreneur d'un voile mystique, le génie. L'action de l'entrepreneur est insondable. Elle ne peut pas être véritablement comprise, seulement admirée. En s'humiliant devant le génie, les commentateurs ne peuvent qu'énumérer ses qualités, multiplier les redondances et synonymes. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, c'est votre dernier chapitre, avec Musk, qu'on traite de génie, alors que le mec raconte absolument n'importe quoi, annonce des prophéties qui ne se réalisent pas, même si effectivement il fait des choses dans son domaine, mais il en invente d'autres, et donc en fait on ne peut que s'incliner devant le génie, on ne peut pas le critiquer, quoi. C'est le génie.
Oui, et en fait, c'est là où on peut comprendre que le milieu d'entrepreneur, c'est pas simplement des histoires qu'on se raconte et qui seraient inoffensives, ça a un impact sur nos conceptions du monde, et donc c'est un impact sur la politique. Ça légitime des puissants, ça légitime des accapareurs, ça légitime une certaine répartition ou non-répartition de la richesse, effectivement. Et donc, cette littérature, elle est anti-sociologique, elle est anti-déterministe. C'est-à-dire, on peut pas dire, dans cette littérature, on vous expliquera jamais, bon voilà, ou assez peu, hasard, concordance, etc. On part toujours de l'individu pour y revenir. C'est-à-dire que si un produit a un succès, c'est grâce à cette entreprise. Si cette entreprise réussit, c'est grâce à cet individu. Et ça s'arrête là, en fait. On n'essaye pas de remonter la chaîne des médiations pour savoir ce qui a produit cette entreprise, ou même, si on se penche sur l'individu, ce qui a produit cet individu. Parce que dans une perspective matérialiste, les individus, c'est pas comme ça des espèces d'entités éthérées qui circulent librement dans le monde. Ils ont une origine, ils ont une éducation, ils ont bénéficié de structures d'opportunités, ils sont arrivés dans une génération bien précise, et donc il faut réussir à expliquer comment ils sont produits aussi les individus avant de les décrire en tant que producteurs eux-mêmes. Alors déjà, il y a ce double problème. On va considérer qu'un individu est le producteur d'une entreprise et d'une multitude de produits, de milliards et de milliards d'objets qui vont circuler sur la planète, ce qui est déjà un problème par rapport à l'écosystème en fait, et le caractère collectif de la production, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en fait. Et ensuite, il y a cette idée, effectivement, quand cet individu, on ne va pas l'expliquer de manière matérielle, expliquer ses structures de domination, expliquer en quoi il est produit, on va expliquer que c'est un surgissement. D'où l'idée du génie, c'est-à-dire qu'on l'explique à partir de lui-même. C'est une espèce de tautologie. On a un individu qui est brillant, qui crée une entreprise brillante en réussite parce que c'est quelqu'un de talentueux. Et on s'arrête là. Et donc ça, c'est bien pratique d'un point de vue politique, effectivement, puisque ça permet de considérer que la source de la valeur, c'est l'individu. Et donc, le produit de la valeur, il faut le restituer à l'individu. Parce que si on considère au contraire qu'on est déterminé, on est dans un monde déterminé, matériel, fait d'écosystèmes, de vastes mouvements collectifs, une création collective complexe, alors la valeur doit revenir au collectif. Donc ça alimente en fait des politiques, et notamment des politiques fiscales, pour parler très concrètement, très différentes. Donc voilà, on a des ramifications et on a des conséquences en fait à cette littérature. Digebord, dans le chat dit que c'est un modèle exclusivement masculin, bien sûr. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que vous parlez d'une personne, dans votre tout premier chapitre, vous y revenez après, une femme qui va dégringoler, on peut en dire deux mots, mais dont le mythe va se bâtir de la même manière que celui de Steve Jobs et d'autres. Alors, je trouve son commentaire très pertinent, effectivement, je l'ai pensé aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très en fait masculin et il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à creuser entre le mythe de l'entrepreneur et la domination masculine et l'hégémonie masculine et voilà les signes de virilité, etc. J'ai essayé, j'ai pas trouvé moi personnellement, je suis pas le mieux armé parce que je suis pas en tant que chercheur, je suis pas un spécialiste des théories des concepts féministes, donc il y a peut-être des choses que j'aurais pu creuser et que j'ai pas pu creuser, donc j'ai laissé ça de côté, mais c'est une piste de recherche. Et effectivement, il y a Elizabeth Holmes qui est assez connue pour avoir créé Theranos, qui était célébré comme ce qu'on appelait le nouveau Steve Jobs. Il cherchait dans début des années 2010, après la mort de Steve Jobs, et les magazines américains, les médias même du monde entier, cherchaient tout le temps le nouveau Steve Jobs, et elle a été élue comme le nouveau Steve Jobs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça donne de la matière à thriller aujourd'hui, maintenant, ça donne des films, des séries, que, en fait, c'était basé sur une arnaque, et que, en fait, fake it until you make it, comme disent les start-upers dans la culture start-up, c'est-à-dire voilà, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, hein, c'est-à-dire qu'elle avait comme promesse le fait de révolutionner les analyses de sang, elle n'y est pas arrivée, sa machine n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été opérationnel, mais elle l'a caché jusqu'à ce que Carreyrou, un journaliste, dénonce la supercherie dans Wall Street Journal, qu'il y ait des enquêtes, et donc ça a précipité sa chute, et maintenant voilà, en procès, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est créée un personnage où elle s'habillait comme Steve Jobs, et alors, pour la dimension masculine du mythe, elle baissait sa voix, en fait, elle essayait de parler de manière plus grave pour poser son autorité. Parce qu'elle avait bien saisi qu'on était sur en fait, des personnages qui réussissaient à générer beaucoup d'argent via l'investissement par la fascination charismatique sur lesquelles ils exerçaient et la fascination charismatique qu'ils arrivaient à exercer, notamment sur les financiers. Et pour s'imposer, elle avait comme ça un extérieur et une esthétique, elle cultivait une esthétique assez masculine.
Taramarex propose dans le chat peut-être une idée de la figure providentielle qui a jusqu'ici été masculine, pour dire combien c'est marqué par les hommes. Alors, j'avance, le bouquin est passionnant. Alors, je crois que Zone, les bouquins sont disponibles sur le site en PDF, mais si vous pouvez rétribuer l'auteur en achetant son livre, c'est super. Donc les deux sont possibles. Vous pouvez lire le livre gratos ou vous pouvez l'acheter. Bref, page 95. Journaliste, documentariste, présentateur de talk-show, biographe. L'entrepreneur dépend d'une variété d'intermédiaires culturels, de disséminateurs pour bâtir et maintenir son image. Ah, il doit entretenir avec eux. Ben voilà, l'amitié qui se barre. Non. Non, mais je comprends. Quand on a lu et relu son texte, on n'a pas envie de l'entendre. Je comprends très bien. Il doit entretenir avec eux un commerce, l'entrepreneur, se rendre disponible, se laisser adroitement aller à quelques confidences, accorder des exclusivités en échange de commentaires élogieux. Et donc là, par exemple, vous parlez de Steve Jobs qui a tout le long de sa carrière fidélisé un certain nombre de journalistes et pas des moindres. Et puis il y en a un qui lâche un peu le morceau, qui quand même explique qu'il y a une relation de négociation pendant plus de 20 ans entre les deux. Cet aspect-là, vous allez le retrouver aussi au 19e siècle. Vous allez raconter que le mythe ne peut s'écrire qu'en compagnie de narrateurs, donc les journalistes, les cinéastes, etc. Ça a été une découverte pour vous ? Comment vous avez vu ça, en fait ? Alors, en fait, il faut, à mon sens, toujours procéder de manière matérialiste et essayer de se comprendre, voilà, on a un imaginaire, on a des idées qui circulent, mais elles sont liées à un système de production, à des capacités, à des conditions de possibilités matérielles. Ouais. Et c'est pas un hasard si la célébrité entrepreneuriale, c'est quelque chose qui émerge fin 19e siècle. Pourquoi pas avant ? Parce qu'avant, c'est pas possible d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'avant, on a une humanité qui est massivement paysanne, et qui est en fait enfermée dans des espèces d'enclaves où en fait ce dont on discute, c'est ce qui est là, en fait ce qui est là autour de nous. On discute des choses qui nous entourent et les nouvelles qui nous viennent de loin, en fait, comme il n'y a pas encore la presse de masse, eh bien elles nous viennent assez péniblement. Il n'y a pas non plus de reproduction massive et à bas coût des images qui est possible. On est sur la xylographie, reproduction par impression sur une espèce de patron en bois. Donc on est sur des techniques de reproduction d'images qui sont assez modestes et qui permettent pas de disséminer massivement des images. Donc on dissémine assez difficilement l'information, les images, les représentations, les histoires. Tout ça circule surtout à l'échelle locale. Donc ça, c'est notamment une des choses que j'explique dans mon ouvrage précédent, La fabrique du consommateur. Et alors, pourquoi la célébrité entrepreneuriale arrive dernier tiers 19e siècle, on va dire ? Parce qu'on a une presse de masse qui se développe. On a les premiers magazines de masse qui arrivent et qui se vendent à des millions d'exemplaires. On a des journaux de masse qui arrivent et qui, en fait, s'écoulent pour quelques centimes, en fait, à des millions et des millions d'exemplaires à travers tous les pays occidentaux. Et là, on va voir émerger des célébrités qui sont plus entrepreneuriales, qui seront plus simplement régionales, c'est-à-dire le patron de telle entreprise qui est assez connu dans le comté, etc. Non, des patrons, des entrepreneurs qui vont être célèbres à l'échelle nationale et internationale. Et notamment Andrew Carnegie. Alors, quelqu'un demandait dans le chat il y a une dizaine de minutes, est-ce que c'est Dell ou Andrew Carnegie ? Parce qu'effectivement, il y a deux Carnegie célèbres. Non, là, on est bien chez Andrew Carnegie, le mania de l'acier. Et alors, Thomas Edison, puis Andrew Carnegie, comptent parmi les premières célébrités entrepreneuriales internationales, c'est-à-dire ils ont réussi à capter l'attention des journalistes, à entretenir avec eux un rapport clientéliste et à multiplier dans la presse les portraits, les interviews, les entretiens, et à comprendre qu'en fait, pour être une célébrité entrepreneuriale, il fallait pas simplement parler de ses affaires, et ça on le voit encore aujourd'hui. Elon Musk, vous regardez ses deux plus célèbres interviews, c'est chez Joe Rogan, le podcast Joe Rogan, ça fait cumulé, je crois que c'est au moins une centaine de millions de vues. En fait, on lui demande, voilà, raconte-nous l'avenir, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce qu'on est dans une gigantesque simulation, quand sera la prochaine crise financière. Voilà, on l'interroge comme une pitié, comme un devin, et déjà fin 19e siècle, c'est comme ça que devenait célèbre aussi dans son genre Carnegie, puisqu'on l'interviewait sur les rapports entre les nations, la guerre, les relations diplomatiques, sa vision de l'humanité, son avis sur différents philosophes, voilà. Et en fait, en tant que célébrité entrepreneuriale, on voit déjà que au-delà
d'être tout simplement chef d'entreprise et de parler de ses affaires. On est face à un phénomène un peu gourou, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est face à une personnalité charismatique qui va vous indiquer une éthique, une façon de voir le monde, une façon de se voir et de se concevoir soi-même, et une direction par rapport à l'avenir. Voilà comment sera l'avenir d'après cette personnalité qui nous est supérieure. La starification des entrepreneurs, c'est par exemple cette chromolithographie que vous reproduisez de 1901 de Rockefeller trônant en roi sur un baril de pétrole et ceint d'une gigantesque couronne contenant des entreprises qu'il a absorbées au sein de la Standard Oil. Hein, c'est magnifique, c'est quand même magnifique, très 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 belle litho. Et donc voilà, on comprend que Steve Jobs n'a pas inventé comment on pourrait appeler ça, la personnification. Mais par contre, il fait un truc quand même dingue, c'est qu'il va aller voir un dénommé Isaacson, qui n'est pas n'importe qui et qui n'a pas écrit n'importe quoi. Et donc Jobs, en lui demandant à ce monsieur d'écrire sa biographie, s'inscrit dans une lignée totalement mythique. Alors, c'est ça qui est amusant dans la biographie. Alors, la biographie la plus vendue de Steve Jobs, à propos de Steve Jobs, c'est celle d'Isaacson, effectivement, qui est sortie juste après sa mort. Et ce qui est amusant, c'est que alors, Isaacson, il fait son vrai travail de compilateur mythologue, c'est-à-dire, en fait, il reprend tous les éléments du mythe, tout ce qui a déjà été dit, en fait, il fait quelques interviews complémentaires. En fait, voilà, il fait ce que font beaucoup de gens qui écrivent des livres, c'est-à-dire du jus de livre. Je prends les livres précédents, les articles précédents, je les presse et ça donne un nouvel objet. Donc il y a rien de surprenant dans son ouvrage, mais ce qui est surprenant par contre, c'est qu'à la fois il est vraiment sur le mode hagiographique et qui raconte le mythe jobsien, tout ce qu'il a de plus mythique justement, mais en même temps il explique, il précise au début de son livre, au fait c'est un travail de commande, hein, c'est Steve Jobs qui me l'a demandé, et ça faisait des années qu'il me demandait sa biographie, parce qu'il savait que j'étais le biographe de Benjamin Franklin et d'Albert Einstein. Et je lui ai répondu, c'est quand même un peu culotté de vouloir se présenter à leur suite. Et ensuite, donc il a refusé, mais comprenant qu'il était mourant, qu'il avait un cancer, etc., il a accepté finalement. Alors, je ne ferai aucune supputation sur ses motivations et sur ce revirement, mais aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, si ça vous intéresse, si vous êtes un fervent admirateur des grands hommes, vous pouvez acheter le pack c'est ça, j'ai vu ça à la fin de Isaacson. votre bouquin. C'est génial. Ça s'appelle la biographie des grands génies, et il y a Benjamin Franklin, Albert Einstein, Léonard de Vinci et bien sûr Steve Jobs. Vous pouvez acheter ça en pack sur différentes plateformes en ligne, voilà. Et il y a aussi Grégoire Chamaillot, hein, dans Les Grands Hommes. C'est le directeur, qui est mon éditeur, qui est votre éditeur, qui est le directeur de collection de Zone, qui a écrit notamment La théorie du drone. Vraiment très, 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 très grand livre. Donc, Isaacson, c'est fait. Vous dites aussi, à propos des biographes, que ce soit les films ou les bouquins, qu'il y a une forme d'autoplagiat. Comment vous expliquez ça ? Comment se fait-il que finalement que le marché accepte qu'on lui raconte toujours la même histoire et que ça marche à chaque coup ? Alors, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, hein, je pense, je ne saurais pas vous donner d'explications exhaustives. Je peux vous expliquer ce que j'ai compris du phénomène. Le phénomène, c'est que, déjà, encore une fois, il faut repartir sur les bases économiques que vous connaissez bien, vous, en tant que journaliste. Hein. Les journalistes n'ont pas forcément beaucoup de temps pour écrire. Hein. Et s'ils sont journalistes, ils doivent réaliser des papiers, etc. Et en même temps, s'ils se mettent à écrire un bouquin, ils vont peut-être pas y consacrer 10 heures par jour pendant 4 ans. Donc, il y a un pouvoir d'investigation qu'il faut pouvoir se permettre déjà. Donc ça, c'est le premier facteur, hein, qui est pas forcément principal, mais c'est quand même assez important. Il y a une économie aussi, il y a un système de production de ces idées, de circulation de ces idées. Et ensuite, en fait, c'est un genre, la biographie. Et à l'intérieur du genre biographique, il y a la biographie entrepreneuriale qui est un genre en soi. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce genre, il est très étalonné sur, en fait, les grands clichés, les grandes étapes narratives de l'épopée héroïque. Donc, il faut coller, en fait, à cette espèce de format. On peut le dire aussi, des gens qui sont des croyants, hein, qui vont écrire ces biographies, c'est-à-dire des gens qui sont véritablement fascinés par la tech, le monde de la tech, le monde entrepreneurial, et qui sont parfois extrêmement enthousiastes. Je pense à un biographe français de la tech, Ishbaya, qui a à mon sens des propos beaucoup trop outranciers, qui est beaucoup trop outrancier dans ses apologies. Dans ses apologies, je cite quelques-unes de ses phrases pour être malhonnête. Hein, vraiment, on voit qu'il y a une admiration sans borne pour ce genre de figure. Donc il y a plusieurs facteurs.
Et en fait, quand vous écrivez une biographie et que vous n'avez pas accès à la sève, aux sources, qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès aux sources? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, Steve Jobs, Apple, il faut aller chez Apple et avoir accès aux archives d'Apple, toutes les archives que l'entreprise aurait conservées depuis les années 70. Ça, c'est des archives privées. Parfois, certaines entreprises mettent leurs archives en public, les déposent dans des centres d'archives, dans des universités. Pour Apple, c'est pas le cas. Pour plein de grosses entreprises qui n'ont pas fait faillite, qui sont encore puissantes aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous n'avez pas accès à ça, donc vous n'avez pas matière à faire des investigations scientifiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des interviews, des gens qui voudront bien vous parler, et en remontant plus ou moins loin, donc en général, quand on est sur le style biographie entrepreneuriale, on ne va pas aller interviewer les syndicalistes de l'entreprise ou les sous-traitants ou quoi que ce soit. On va voir les proches, la famille, les amis, les proches collaborateurs, et on fait la compilation de tout ce qui a été écrit, toutes les interviews qui ont déjà été données, tous les articles qui ont déjà été publiés, et on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait du jus d'articles et de livres, et on produit un nouveau livre. Et d'où le fait que dans mon travail, moi, quand j'ai lu les dizaines de biographies, je voyais effectivement de l'entreplagiat, c'est-à-dire déjà des choses qui étaient reprises, des déclarations de Steve Jobs, c'est-à-dire Steve Jobs parlant de Steve Jobs dans une longue vidéo audiovisuelle, des verbatims entiers de Steve Jobs qui étaient repris à leur compte par des biographes, comme si c'était un peu eux qui parlaient, vous voyez. Ils reprenaient, à propos de l'enfance du maître, ils reprenaient les paroles du maître et le récit du maître à propos de lui-même. Donc voilà, donc là, en termes de fiabilité des sources, c'est pas tout à fait irréprochable, mais c'est pas le sujet, en fait. On n'est pas là pour écrire quelque chose qui se tient d'un point de vue scientifique, on est là pour écrire, en fait, une littérature, en quelque sorte, de recueillement. On se recueille devant le génie du grand homme, et c'est le sens de ces produits, c'est aussi ce que, à mon sens, les acheteurs de ce type de livres viennent chercher, ils viennent consommer. Ils viennent s'étourdir, ils viennent admirer, ils viennent s'étourdir devant le génie. Alors, Anthony, juste une petite précision, nouvelle incise, dernière incise de l'émission. Vous avez dit, vous les journalistes, je ne suis pas journaliste. Enfin, je veux dire par là, je l'ai été longtemps, mais je suis très intéressé par ce que vous avez dit, parce que je considère ne plus l'être, exactement pour les raisons que vous avez données là, c'est-à-dire que moi, je crée mon outil de travail, c'est au poste, je prends le temps, précisément, je ne suis pas soumis à une cadence, etc. Et même, pour tout dire, je m'étais complètement éloigné de tout ça. Là, j'y reviens par au poste parce que y a une communauté de gens qui nous regardent, il y a une effervescence intellectuelle. Grâce à au poste, je lis des bouquins comme les vôtres, etc. Enfin, voilà, je me nourris. Donc, je reviens un peu dans une forme qui pourrait s'apparenter au journalisme, mais exactement pour les raisons que vous avez prononcées, je ne me considère pas comme journaliste. Oui, vous pouvez le noter, monsieur Galuzzo, vous pouvez le noter, absolument, c'est très bien. Bon, au 19e siècle, il y a quand même quelques journalistes qui font leur boulot. Là, j'ai appris ça. C'est-à-dire que le 19e siècle, qui voit évidemment l'ère industrielle arriver, en fait, il y a déjà des critiques. Certains s'en prennent aux barons du capitalisme, etc. Et si je vous ai bien lu, cette critique-là, elle s'est un peu perdue avec le temps, en fait. Oui, et cette critique-là, d'ailleurs, il faut la nuancer souvent dans ce qu'on retient. Effectivement, j'ai commencé dans un garage, parce que moi, je suis un garage band. Voilà, j'arrête. Je rebondis au chat. Alors oui. Oui, j'ai vu. Ouais, alors effectivement, en fait, il faut bien comprendre que sous les imaginaires, il y a des rapports de force, il y a des rapports de classe. Un imaginaire qui s'impose, un imaginaire qui est en possibilité, en capacité de s'imposer par rapport à l'opinion publique. Il y a une lutte par rapport à ça, en fait, depuis tout le temps. Et fin 19e siècle, on voit émerger les célébrités entrepreneuriales. Alors, on parlait de Rockefeller tout à l'heure. Oui. Effectivement, Rockefeller, au début, il était extrêmement critiqué par la presse progressiste, qui expliquait que voilà, c'était un monopoleur, c'était un tueur d'entreprise, etc. C'était la figure un peu du capitaliste vampire. Et Rockefeller a justement pris un agent en relations publiques, ça a été un des premiers à s'équiper à ce niveau-là, en comprenant que au début il boudait la presse en disant bon, si elle ne regarde pas, on s'en fiche. Ensuite, il a compris que l'opinion publique allait avoir peut-être un poids sur sa carrière, sur ses possibilités de développement économique, et donc il s'est mis à cultiver un rapport clientéliste à la presse et de séduction. Et c'est là aussi où on voit émerger ce type de rapport. Pour une célébrité entrepreneuriale, et pour les entrepreneurs, ça peut être important d'avoir de bons rapports avec la presse pour intervenir sur le débat public, ménager son image et donc ses intérêts, et notamment aussi, in fine, ses intérêts de classe. Donc il y a cette base-là. Alors, effectivement, fin 19e, début 20e, c'est très intéressant parce que c'est très disputé. On a les socialistes et les anarchistes qui sont très puissants aux États-Unis par rapport à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils sont très présents.
Et en fait, ils sont très critiques de ces monopoleurs, de ces très grandes entreprises qui émergent et qui captent le marché à leur faveur. On a à droite ces brites entrepreneuriales qui écrivent des livres, qui donnent des interviews pour expliquer que non, ce sont des gens supérieurs, ils méritent, ils sont partis de rien, et donc leur reprendre ce qu'ils ont créé, ça serait les voler, etc. Et ils défendent leur position, défendent leur pouvoir. Et au centre, en quelque sorte, on a la presse bourgeoise de l'époque, progressiste. Et quand on tourne les pages de cette presse, on voit tantôt un article critique des syndicats, tantôt un article critique ou élogieux de différentes célébrités entrepreneuriales. Et pour les entrepreneurs, tout le jeu, ça va être d'être au mieux avec cette presse et d'être du bon côté de la dichotomie, c'est-à-dire de ne pas être décrit comme un vampire capitaliste, mais d'être décrit comme un grand entrepreneur, bâtisseur, constructeur qui va aider l'Amérique à conquérir sa puissance. Et en fait, cette dichotomie... Avec un Andrew Carnegie qui pourrait être le mentor de Macron, quand on lit ce que vous citez, nous sommes... ah oui, non, j'ai pas la date, j'ai la date de qui a repris le texte, mais je n'ai pas la date du texte. Mais c'est pas grave, c'est lui qui l'a dit, Andrew. Ce bon Andrew. Ce serait une grave erreur pour la communauté que de tirer sur les millionnaires, car ce sont les abeilles qui font le plus de miel et contribuent le plus à la ruche, même après s'être rassasiées. On dirait le ruissellement. C'est beau comme un ruissellement. C'est extraordinaire. 150 ans plus tard, on est toujours dans la même sauce. Extraordinaire. Oui, alors il y a certaines idées qu'on a évacué, qu'on ne croise plus depuis, sous la plume de Carnegie, par exemple le darwinisme social, le fait que c'est la loi de l'évolution. Bon, il m'a expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, il fait partie des meilleurs des hommes, les plus capables, et donc il est au sommet de l'évolution en quelque sorte, et donc comme il a été désigné par le mouvement de l'évolution comme le plus capable, c'est normal qu'on le laisse au pouvoir parce qu'il fait partie de cette élite. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins sous ces termes exacts. Mais on retrouve d'autres choses. Par exemple, le grand folklore entrepreneurial de l'époque, c'était de dire que ces entrepreneurs étaient partis de rien et qu'ils étaient tous issus de la paysannerie, de la petite paysannerie, des petites zones agricoles perdues sur l'Amérique. Des sociologues, dès les années 20, 30, 40 aux États-Unis, ont fait des statistiques et ont montré qu'au contraire, c'était tous des gens issus de la bourgeoisie bancaire et commerçante, et qui venaient tous de certains comtés du nord-est des États-Unis, et qu'ils étaient tous des hommes blancs protestants, généralement de vieilles souches et pas d'immigration récente. Voilà, et donc ça fait beaucoup de facteurs déterminants pour devenir une grande fortune. Et par l'histoire économique des États-Unis, on sait aussi que il y a c'est-à-dire qu'il y a une phase historique. Toutes ces grandes fortunes de la fin du 19e siècle se sont développées. Pourquoi ? Parce que fin de la guerre de sécession, le Nord industriel a gagné la guerre. Il va ouvrir la conquête de l'Ouest et en fait, il va donner des immenses pans de terre, de territoire à certains milieux entrepreneuriaux pour leur permettre de s'établir dans leurs affaires. Donc en fait, ils ont eu une espèce d'accumulation primitive. Ils ont eu énormément en fait de ressources qui leur ont été conférées, qui ont permis de générer des rentes. Ils ont eu des forêts, ils ont eu des mines. On leur a conféré par tout ce réseau politique aussi d'énormes territoires pour construire le chemin de fer transcontinental. Et il y a des sources politiques à cette accumulation qui a fondé ces grands empires entrepreneuriaux, qu'on discute moins, qu'on met moins en perspective, toujours dans cette littérature hagiographique de célébrité entrepreneuriale, parce qu'encore aujourd'hui, chaque année, quasiment, en tout cas chaque décennie, vous avez de nouvelles biographies qui viennent renouveler l'éloge de ces pères fondateurs de l'économie américaine, que sont Carnegie, par exemple, ou Rockefeller, ou d'autres. J'ignore si IMU 777 a lu votre ouvrage ou pas, mais il ou elle a bien compris à quoi sert le mythe. On appelle ça le développement personnel de nos jours. Et alors là, c'est un point très important. C'est très pertinent, effectivement, parce qu'on a une naissance conjointe. Fin 19e siècle, les États-Unis sont plus ce qu'ils étaient, c'est-à-dire que c'est plus une petite nation démocratique de paysans, de petits propriétaires indépendants à la Jefferson. C'est une grande nation industrielle où en quelques décennies, on a des grandes entreprises comme ça qui ont émergé et qui ont capté toutes les chaînes de valeur et qui contrôlent l'économie du pays. Donc c'est un grand bouleversement. Donc il va falloir aménager en fait le récit national. Et pour cela, en fait, on va travailler à bâtir le mythe de l'entrepreneur. Et il va y avoir tout un ensemble de livres qui vont s'écrire à ce propos, et notamment la naissance d'une industrie
littéraire qui est l'industrie de ce qu'on appelle le self-help, c'est-à-dire en français le développement personnel. Ça se développe à ce moment-là, fin 19e siècle, début 20e siècle. Parmi les ouvrages les plus vendus aux États-Unis, vraiment vendus massivement à des millions d'exemplaires, une littérature qui se renouvelle vraiment de manière très abondante, on a l'industrie du développement personnel qui est très similaire dans ses axiomes à ce qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, c'est à la confluence. Dans l'industrie du développement personnel, vous avez des développements personnels un peu santé, et encore aujourd'hui, et depuis cette époque, vous avez un développement personnel plus entrepreneuriat. Et donc, effectivement, encore une fois, vous trouvez des influenceurs aujourd'hui qui sont dans cette tradition, il n'y a rien de neuf, sur YouTube ou autre, qui sont dans le développement personnel / entrepreneuriat. Développez-vous à travers votre entreprise, éprouvez-vous à travers le marché. Et ça date de cette époque-là, c'est une naissance conjointe. Et ça s'explique par le fait qu'on a une nouvelle économie, l'économie capitaliste avec la nouvelle forme institutionnelle, la grande entreprise qui va avoir un pouvoir énorme sur l'économie et donc sur la vie de tout un chacun. Il va falloir légitimer le pouvoir de ces nouvelles formes institutionnelles, légitimer le pouvoir des nouvelles grandes entreprises et légitimer le pouvoir des quelques dizaines de capitalistes qui captent l'essentiel de la valeur. Et on est toujours globalement, même si bien sûr il y a des phases dans l'histoire du capitalisme, on est toujours globalement dans ce rapport de force, ce qui explique la pérennité de cette littérature apologétique. Encore aujourd'hui, on a des ouvrages très similaires à ceux de la fin du 19e siècle, début 20e, sur les fondamentaux, dans la célébration d'entrepreneurs et dans l'exhortation à être positif, motivé, entreprenant et à se développer soi-même. Littérature qui sous-entend que, en fait, vous faites votre destin social, vous faites votre richesse et votre pauvreté. Si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez travaillé à l'être, et c'est la source commune de toute cette littérature. C'est l'idée que, en tant qu'individu, c'est vous, en fait, qui faites votre réussite et votre échec, et c'est par vous et par vous seul qu'on peut expliquer votre place sur le marché. C'est pas sympa, Anthony, parce que là, c'est la chute de votre livre. Je voulais en parler, mais j'avais une autre question avant. Donc là, on vient de finir l'émission, et puis maintenant, je vous pose une question bonus, parce qu'effectivement, c'est la fin, page 203. Écrivez-vous, je vais vous citer. L'histoire que l'on nous raconte avec le mythe de l'entrepreneur est finalement toujours un conte moral. Chacun est comptable de ses réussites et de ses échecs. Chacun est à sa place. Voilà, en fait, ce que ça nous dit. Alors, rapidement, je suis navré. J'ai parlé tout à l'heure de deux drames, Homestead et Foxconn. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que ces deux drames disent et ce qu'ils étaient, ce qui s'est passé? Alors, dans le livre, je compare Foxconn et Homestead à un siècle de différence, effectivement. Alors, Homestead, c'est fin 19e siècle, dans les usines Carnegie. En fait, Carnegie applique une méthode capitaliste de lutte antisyndicale qui a fait ses preuves depuis, qui est encore assez largement employée aujourd'hui. C'est, vous voulez couper les salaires dans les salaires, vous imposez en fait une coupe aux représentants syndicaux s'ils existent, aux employés, qui leur est absolument intolérable. En réaction à leur refus, vous fermez l'usine. Blackout pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois. Vous les laissez avoir faim et froid. Et au bout d'un certain temps, parce que vous êtes sur votre capital et donc vous êtes suffisamment gros pour vous amaigrir un peu. Et au moment de la réouverture de l'usine, on a des ouvriers affamés qui sont prêts à reprendre le travail avec un tiers, une moitié de leur salaire en moins, etc. Et si ils refusent toujours, si la lutte continue, vous faites venir ce qu'on appelle des jaunes, c'est-à-dire des travailleurs qui acceptent de travailler pour moins d'ailleurs, etc. Donc, bref. Et dans ce contexte-là, en fait, on a une lutte féroce des ouvriers des usines, des aciéries de Carnegie, et on a eu une fusillade d'Homestead qui a beaucoup marqué les États-Unis. Et la conséquence de cette fusillade, avec des morts, entre en fait des milices employées par Carnegie, les Pinkerton, des milices patronales et des ouvriers, la conséquence, c'est que Carnegie, qui était dans son image d'entrepreneur, il se décrivait lui-même comme un socialiste pro-ouvrier, très philanthrope, très sympathique, c'était un petit Papa Noël comme ça, très bonhomme, très gentil. Et ben, en fait, la presse a dénoncé son hypocrisie, et jusqu'à sa mort, il a été décrit non plus comme un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour en fait apporter la lumière au monde en quelque sorte via le progrès industriel, mais comme un capitaliste, un patron, un exploiteur, un vampire, etc. Il y a toujours dans le management de son image de soi, en fait, qu'en entrepreneur, il faut toujours essayer de rester côté entrepreneur et pas être décrit comme un capitaliste, rester dans ce mirage-là. Et alors,
plus d'un siècle plus tard, Steve Jobs, à la toute fin de sa vie, fait face à ce qu'on appelle les suicides de Foxconn, c'est-à-dire Foxconn, c'est l'usine sous-traitante qui fabriquait les produits Apple et qui continue à les produire aujourd'hui. Et en fait, on a eu une quinzaine d'ouvriers qui se sont jetés du haut des usines, qui se sont suicidés de manière politique pour protester contre les conditions de travail, parce qu'ils travaillaient dans des usines casernes horribles, voilà, avec des heures supplémentaires forcées, une discipline militaire, etc. Enfin bref, je ne détaille pas. Et là, on voit que son image a été à peine écornée. Alors pourquoi ? Parce qu'on a depuis une division étendue du travail sur une chaîne de production mondialisée. Et Apple, comme plein d'autres entreprises qui ne font que gérer le design, la marque et la distribution, donc qui est en amont et en aval de la chaîne de valeur, peuvent très bien dire « mais nous, on ne savait pas, nous, on n'est pas au courant, nous, on n'est pas responsable, c'est pas nous qui fabriquons les produits ». Alors qu'en fait, si on a des conditions de travail terribles du côté des ouvriers qui fabriquent en Asie du Sud-Est massivement voilà, les habits qu'on porte, les produits électroniques qu'on utilise, c'est parce qu'en fait, ces entreprises sont pressurisées et mises en concurrence sur le plus bas coût possible par ces entreprises marketeuses, en fait, comme Apple. Et en fait, elles n'ont pas les moyens, même si elles le voulaient, de payer ne serait-ce que décemment, à peu près décemment, leurs ouvriers. Et en fait, il y a une pression qui s'exerce des entreprises comme ça, commanditaires, vers les entreprises sous-traitantes, pression qui sont répercutées en bout de chaîne par les ouvriers. Et donc, forcément, alors par contre, d'un point de vue rhétorique, quand on est un entrepreneur dans l'une de ces entreprises qui dominent les chaînes de valeur, on peut dire nous, ça se passe à l'autre bout du monde, on ne sait pas, alors que c'est la conséquence logique du rapport de domination des sous-traitants, en fait. Et alors voilà, la différence, c'est qu'effectivement, Steve Jobs, ça lui colle pas à la peau, en fait, cette histoire, alors que ça a énormément collé à la peau de... Voilà. Et effectivement, avec toute une hypocrisie de la part d'Apple en disant ah ça, oui, en effet, il se passe des choses qui ne correspondent pas vraiment à nos standards et ainsi de suite. Mon cher Anthony, merci infiniment d'avoir passé presque 1h30 avec nous. C'est un super bouquin, super travail, Le mythe de l'entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley. J'espère vous revoir bientôt et on va voir ce que le chat raconte suite à votre... ici, c'est comme Hanouna. on a le feedback tout de suite. Alors, vous répondez... Alors, les amis, qu'est-ce que vous dites ? Oui. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, c'était très sympathique. Je vous en prie. Merci, super intéressant, nous dit DY. Merci de cet échange très intéressant, nous dit Sorcière. Merci Anthony Galuzzo, nous dit Eurial. Merci et bravo pour le gros travail de recherche, nous dit Martoni57. Je mets la note de 10 sur 10, ça c'est la première fois, nous dit Ophané. Eh ben voilà, super, hâte de me plonger dans le livre, dit Razmot. J'ai raté le début, mais merci, nous dit Manco. Livre acheté, nous dit Niner. Trop court, super intéressant, je vais acheter le livre, nous dit Tachidelek. Merci, nous dit Mielpaf. Merci, nous dit Labelline. Ben voilà, c'est bon, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que les gens soient subjugués. Tel le génie d'Anthony Galuzzo et qu'on ne puisse que faire ce que la presse américaine et française a pu faire pendant des années avec Jobs. Merci beaucoup, très intéressant. Un livre de plus sur ma liste. Je suis un peu choqué par cette propagande gaucho-wokiste anti-riche, nous dit JC Frog. Super hâte de lire ce bouquin que je vais lire comme une suite au possédé de Tech Trash. Très intéressant, merci à tout le monde pour l'interview, etc. Voilà, ça n'arrête pas. Merci pour cette intervention, nous dit Mokazer, etc. Merci beaucoup, Anthony. Super bouquin, super collection. Le livre sort ces jours-ci et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. La page crédit, elle est ici. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, Jobs, Musk et les autres, avec Anthony Galuzzo. Merci aux immenses modos de la paix et Ed Techno, Eurial, Jessie, Robin et Olivier. Merci à la folle équipe du site opost.fr. Je répète, opost.fr, emmené par les pétaradans Sylvia, Nicolas, Emeric, Alex et tous les autres. Merci évidemment à Blastos pour le partenariat. Merci à eux et à vous tous.